les femmes qui essayent de camper sont des personnages centraux, qui ont des tiraillements, qui ont une épaisseur, une indépendance, et une envie de s'en sortir. Citation de Enki Bilal, elles sont pour moi une garantie, les sentinelles d'un monde qu'elles préservent. Ça a à voir avec l'espoir, dit-il dans cet ouvrage d'entretien. Jill et John sont d'ailleurs l'espoir, finalement, par leur complémentarité. Jill, l'une est donc exposée, souvent à demi nue. L'autre, John, ne dévoile rien de son corps. L'une a la peau d'une blancheur laiteuse, alors que de sombres pensées noires la honte, on les voit transcrites d'ailleurs par le scripteur sur fond noir. Tandis que l'autre, John, est noir, mais de sang blanc. Le couple Jill-John, est une sorte d'incarnation du Taijitu, le signe du yin et du yang. Un peu revisité, parce que le blanc et le noir s'embrassent l'un dans l'autre. Le noir contient du blanc et le blanc du noir. Mais le blanc contient du noir, mais c'est surtout du bleu, finalement. Ce qui crée un effet de dépassement du signe aussi, une nuance d'espoir. Donc, ce symbole, hein, qui est connu et qui n'est pas seulement asiatique d'ailleurs, qui symbolise l'union des contraires, une union sexuée, dynamique, féconde, avec un mouvement, impulse aussi son propre dépassement et sa propre transcendance. C'est pour ça que, juste après La femme piège, dans l'ouvrage qui rassemble la trilogie Nicopole, et avant d'entamer Froid Équateur, vous avez des pages de Bleu Équateur qui reprennent des dessins de bleu sang, avec des couples qui s'embrassent. Donc vous avez cette image de dynamisme du couple complémentaire, qui est aussi, après des images de viol, finalement, des scènes de tendresse. Voilà. Par ailleurs, je pense qu'on peut parler un peu de ce bleu. Oui. Alors, le Taijitu, c'est aussi ce que les Chinois appellent le signe du poisson. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec le fait que, finalement, il y a pas mal de poissons, et de poissons bleus, chez Enki Bilal. C'est assez curieux. Bon, il y a une pensée picturale. C'est assez déroutant, etc. Alors, le bleu, qu'est-ce que c'est que ce bleu, finalement? Voici ce qu'il nous dit, Enki Bilal. La peinture amène le langage des couleurs. Je me sers de la couleur comme d'un élément narratif important. Alors le bleu, bon, en termes de symbolique du bleu, c'est assez clair. Hein. C'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur céleste. C'est donc quelque part aussi la couleur du divin. C'est aussi la couleur de la mutation, couleur de la singularité de Jill, qui est humaine, mais plus qu'humaine quelque part. C'est une couleur de vie, c'est la couleur de l'amour, des larmes, des cheveux, des lèvres, de la féminité de Jill. Ça va être aussi la couleur de la naissance, et ça va être aussi la couleur du nouveau, de l'humanité nouvelle, de la humanité nouvelle aussi, puis du cosmos nouveau. Hein. Voilà. Ça fait beaucoup pour une seule couleur. C'est curieux, parce qu'au début, le bleu, c'est du rouge orangé qui vire au bleu, souvent. Fumer des locomotives, c'est comme ça, le ciel aussi, c'est comme ça, etc. L'amour, le couple, le sexe, les caresses et la tendresse donc forment ainsi l'axe d'une métaphysique dressée contre la violence, contre le viol, contre la folie. Ce ne sont plus les dieux qui impulsent cette élévation, mais une transcendance, promise à porter des fruits et à redistribuer toutes les cartes, puisque dans Froid Équateur, on apprend que Jill a mis au monde l'enfant de Horus Nicopole. Un enfant lui aussi irreprésentable, à la fois animal, humain et divin. Bleu, bien sûr. Comme s'il transcendait toutes les catégories et les redistribuait. Son nom lui-même n'est pas connu. À cette question, Jill répond « Vous n'allez pas me croire, mais j'attends toujours qu'il me le dise. » Donc on est dans l'indicible. Ça rappelle aussi une réflexion d'Enki Bilal à propos de la couleur et de l'indicible. Et il fait souvent référence au titre d'une nouvelle de Lovecraft,
the color out of space. La couleur tombée du ciel. Voilà. Il n'y a donc finalement pas grand-chose d'érotico-chic, de jolies images sur papier glacé, de superficiel dans La femme piège, mais plutôt une méditation contemporaine sur des dimensions métaphysiques de l'existence. La vie, la mort, la naissance. Tout cela entre le rien et le tout, entre le néant et la divinité. La dimension temporelle aussi est l'objet d'une exploration tacite, puisque à côté de l'éphémère de la vie et de la moisson des morts, nous trouvons 4 figures essentielles. Alors, premièrement, nous avons l'éternité d'Horus, un peu bloquée dans cette espèce de corps de pierre, qui est aussi la pierre de la pyramide. Tantôt déchaîné en Prométhée rageur, tantôt plus ivre de colère, etc. Deuxième figure, nous avons l'immortalité de régénération de John. Figure plus humaine, mais en même temps au-delà du divin. Troisièmement, nous trouvons la survie dans la fécondité et dans l'engendrement, figurée ici. Et quatrièmement aussi, nous avons la postérité culturelle, à travers le texte, avec la question du script walker, donc cette espèce d'appareil, qu'on pourrait appeler finalement un passeur de texte, puisque ce script walker, il permet d'envoyer un texte dans le passé. C'est pour ça qu'il a été publié dans Libération en 1986. Texte donc qui date plutôt de 2025. Voilà. Donc un passeur de texte, une image de postérité culturelle, une forme de transcendance immanente, mais qui aussi a sa part de mystère. Donc cette porte vers la transcendance et vers le mystère n'est ni cachée, ni exposée, mais elle est tacite, elle est pudique. Elle peut passer inaperçue derrière la captation de l'attention du lecteur par les morts spectaculaires, par la sensualité des dessins, mais néanmoins il y a aussi tout ça qui participe de cette espèce de méditation métaphysique. Est-ce qu'il me reste du temps ou non? Ouais. Donc je vais résumer la dernière station autour d'Equator City, la cité du milieu du monde, finalement, puisque là c'est la même idée mais transformée à l'échelle du monde entier. Donc on est à la fin des temps, où tout se confond, qu'on est dans un voyage, un transit. Donc ces images de train, il adore dessiner des locomotives, des choses comme ça, ces figures de transcendance, d'éléments qui se déchaînent, qui se coagulent, qui se mélangent, qui se reconfigurent, etc. Bon. Toujours cette pyramide, mais là qui est l'objet de choses assez énigmatiques, où on s'interroge sur son statut aussi en termes de puissance surnaturelle, des choses comme ça, etc. Et aussi quelque chose d'assez amusant, c'est ce travail sur les échelles de notation, finalement. C'est pas l'échelle de Moody's, mais là c'est toute une série d'échelles. Je peux vous en donner quelques-unes. L'échelle de Randall des coïncidences, l'échelle de Doyle des odeurs, l'échelle de Cousteau de l'humanitaire, l'échelle de Kane de la santé, l'échelle des températures de Celsius, l'échelle serbo-croate de la haine. Bon, je la connais bien. L'échelle des échelles du consortium KKDZO. Donc là, on commence à se dire, il commence à se moquer franchement des échelles ouvertement. Et puis, ici, dans cette image, 2,7 sur l'échelle de dépassement des échelles. Donc, tout est l'objet de mesures. On tente même de mesurer le dépassement des mesures, si bien que dans ce travail de mesure, tout devient des mesures. Je ne sais pas ce que le double A, le triple A, la baisse du double A, on n'y comprend plus rien. On est dans le dépassement des mesures. La mesure des choses, engluée dans l'immanence, s'évade poétiquement vers une transcendance. Le triple A, quadruple A, pourquoi pas, qui rassemble à la fois l'humour, l'étonnement et le mystère, le sens du mystère. Voilà.
Bon, pour le reste, je vous passe juste les images, mais on a cette rencontre qui est la rencontre de Nicopole, père et fils, qui sont à ce moment-là possédés par Anubis et Horus. Donc double rencontre avec ces pingouins qui traversent. Alors les pingouins, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est joli, c'est noir et blanc, pourquoi ils ont X, etc. Et les pingouins, finalement, ce sont des animaux qui appartiennent au genre des oiseaux, donc aériens, mais qui marchent sur la terre, donc terrestre, et qui plongent dans l'eau, donc aquatique. Donc fusion des éléments. Et juste après la rencontre en face à face, on a cette image de transcendance qui est assez impressionnante et très classique dans son traitement pictural. Elle n'est pas facile à figurer. Et vous avez donc le pingouin, l'animal, les deux humains qui se rencontrent avec le bonnet et puis ce départ de Horus qui embrasse Anubis. Et tout en haut, le rouge orangé qui coagule en bleu. L'espoir, la transcendance. Donc ça, c'est vraiment une image très verticale, très métaphysique, très religieuse au sens, non pas dogmatique du terme, mais au sens d'une puissance spirituelle. Voilà. En même temps, les dieux égyptiens se cassent la figure, tombent sur la Babel terrestre d'Equator City. Bon, ils en sortent bien cabossés, eux, un peu pitoyables, mêlés aux humains, tandis que les humains, eux, on voit la vertu de l'amour et des couleurs d'ailleurs très... On n'est plus dans la couleur de la chair, on n'est plus dans le blanc immaculé du G ici. Que disent-ils ces deux-là? Je me reconstruis. Donc, chaos, cosmos, reconstruction. Avec cette figure de l'enfant, Dieu, qui marche sur une corniche, c'est-à-dire entre le vertical et l'horizontal, et qui maîtrise les éléments. Voilà. Donc, je ne vous donnerai pas de réponse, il faut que vous viviez avec cette question. Station suivante, il s'adresse à nous, et là, vous pouvez poursuivre avec Immortel ad vitam, qui a renforcé l'aspect transcendance, passage, avec la figure de John. Vous pouvez poursuivre avec Le sommeil du monstre, le conflit des religions qu'il a pris vraiment, lui qui vient de Belgrade, etc. Et puis avec Animal Z, où le conflit cosmique crée vraiment un chaos, etc. Ça, j'en avais parlé il y a 2 ans. Voilà, je vous remercie. Merci Jérôme Goffette, merci Julien Baudin.